Vous l'avez constaté, l'ordre du jour ce soir portera essentiellement sur la présentation de l'étude de faisabilité de l'extension de la maison musée. Nous avons voulu, au travers de cette démarche, proposer un temps long pour comprendre et partager les enjeux liés au développement de cet équipement, comme nous avons pu le faire pour l'abbaye de Saint-Maurice il y a 2 mois. Je remercie M. Vacher, qui est à ma gauche, directeur de l'agence ABAC, qui a conduit cette étude et qui a pris le train pour venir avec nous ce soir. Je remercie aussi pour sa présence Maud Le Naour, directrice de la maison musée du Pouldu, qui s'est fortement impliquée dans ce travail. Cette restitution fait le point sur le devenir de la maison musée du Pouldu, avec au départ un constat. Depuis 1989, le site est resté quasi à l'identique, là où tous les musées ont évolué, développé de nouvelles ambitions. Depuis 2008, l'auberge Marie-Henri, nom donné à la restitution de la buvette de la plage qui avait accueilli Gauguin et ses amis peintres, gérée autrefois sous forme associative, a été reprise en régie municipale. Sa fréquentation avait fortement décliné, les locaux avaient besoin d'être rénovés, la muséographie d'être repensée. C'est ce que nous avons fait en 2013. L'établissement, aujourd'hui, est pourtant loin de jouer le rôle qu'il pourrait avoir. Sa fréquentation reste limitée. En effet, la jauge publique est limitée à 19, restreignant nécessairement nos ambitions. Il n'y a pas non plus de salle pédagogique pouvant accueillir un groupe. La visibilité de la maison musée reste réduite. Elle ne dispose d'aucun espace pour tenir des expositions. Depuis 2017, nous avons cherché à donner un second souffle à cet équipement. M. Cariou, ancien conservateur du musée des Beaux-Arts de Quimper, a été chargé d'établir le projet dit scientifique et culturel pour préciser les objectifs d'un éventuel projet d'extension, de valider sa pertinence, d'émettre des propositions sur ce qui pourrait être sa muséographie. Le comité de pilotage réunissait à l'époque les élus, les techniciens et spécialistes et a validé en octobre 2018 les nouvelles orientations proposées. Les grands traits de cette démarche et du projet qui en a découlé ont été publiés dans un dossier consacré à la maison musée dans le Cloire Info, numéro 38. Le cabinet ABAC a été retenu en 2019 et missionné pour décliner précisément le contenu et la faisabilité de ce projet. Il a travaillé durant 18 mois en lien avec différents partenaires et nos services. Ce soir, c'est cette étude de faisabilité qui est présentée. Elle propose les jalons de ce que pourrait être demain ce futur espace muséographique. Notre commune a connu une épopée artistique extraordinaire. Nous proposons demain de la mettre en exergue, de la rendre plus lisible et attractive au service du développement économique et culturel de notre territoire. C'est un rendez-vous avec notre histoire afin qu'elle soit mieux diffusée et partagée, mais aussi qu'elle constitue une fierté et une formidable opportunité de remonter le fil du temps pour retrouver notre commune, ses habitants tels qu'ils y ont vécu au travers les paysages, les portraits, les costumes, les traditions que ces peintres ont magnifiées sur leurs toiles, tout en initiant une révolution dans le domaine de l'art. Le synthétisme, porte ouverte sur ce qui deviendra l'art moderne. Je laisse la parole à M. Vacher et Maud Le Naour pour permettre à chacun de rentrer dans cette histoire et ce projet. Monsieur le maire, merci. Bonjour à tous. Donc on va présenter avec Maud pendant une petite heure sans doute ce projet qu'on a étudié en compagnie bien entendu de la commune, mais également de tous les partenaires, notamment les partenaires scientifiques et les partenaires institutionnels qu'on pourra citer tout à l'heure. Alors, je vais commencer tout de suite. Vous avez vu qu'en titre, on avait Maison Musée, Gauguin, l'atelier du Pouldu. Les titres ne sont jamais neutres. Tout d'abord, Gauguin. Donc, il faut bien entendu souligner l'intérêt et l'importance de cet artiste lorsqu'il est venu au Pouldu. Et surtout souligner le fait que Paul Gauguin, c'est une icône internationale. Quand on fait ce qu'on appelle le top 3 des peintres français connus à travers le monde, Gauguin est dedans, puisqu'on a Picasso, Renoir et Gauguin, c'est les 3 peintres les plus connus au niveau mondial. Donc c'est un formidable, voilà, le nom de Paul Gauguin, c'est un formidable moteur d'attractivité. Et puis la deuxième partie du titre, c'est l'atelier du Pouldu.
Bien entendu, le nom est cité parce que au Pouldu, et c'est la légitimité artistique incontestable du lieu, on est toujours, nous, très très sensibles lorsqu'on étudie un projet, que ce projet soit bâti sur une légitimité. C'est-à-dire que quand le public vient, on ne peut pas lui raconter des histoires. Il faut que l'histoire qu'on lui raconte, elle se soit passée là et qu'elle ait une forte importance. Alors pour le Pouldu, pour Paul Gauguin et pour ses amis peintres, puisqu'il n'était pas seul, Meyer de Hahn, Filigère et les autres, il s'est écrit une page de l'histoire de l'art qui est sans doute sous-estimée au niveau local. Pour la petite histoire, mon collègue Le Bihan, qui est professeur d'histoire de l'art, considère que ce qui s'est passé au Pouldu a une importance bien plus importante pour l'histoire de l'art que ce qui s'est passé à Pont-Aven. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un atelier, c'est-à-dire des peintres qui ont travaillé ensemble, une sorte de phalanstère, et qui ont ouvert la porte à ce mouvement synthétisme, et qui ont ouvert la porte à l'explosion des couleurs qu'il y aura plus tard à Tahiti aux Marquises pour Gauguin, et qui ont ouvert la porte, vous le disiez, Monsieur le maire, à ce grand mouvement d'art décoratif qui a pris forme en France entre les deux guerres. Alors cette légitimité, pour nous, elle est absolument incontestable. Et le nom du Pouldu, on le retrouve sur au moins une 50aine d'œuvres qui ont été peintes par Gauguin et ses collègues, et qu'on retrouve maintenant, effectivement, vous le disiez, dans la plupart, enfin dans beaucoup de grands musées du monde et des collections privées. Donc ça, c'est le premier point qui, pour nous, est fondamental. Alors on ne vient pas de nulle part, vous le rappeliez, l'histoire a commencé en 89, au 100e anniversaire, Buvette de la Plage qui a été reconstituée avec une création juste à côté de l'original. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas cessé finalement depuis ce moment-là d'essayer d'améliorer et de rajouter des éléments importants, avec en 2013 quelque chose qui a été très important puisque ça vous a permis d'avoir une maison musée qui était intérieurement complètement rénovée et qui a permis de doubler le nombre de visiteurs. On est aujourd'hui à 7000. Et puis l'histoire continue puisque aujourd'hui on est sur un deuxième jalon qui devrait permettre de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire de rencontrer véritablement au Pouldu l'histoire qu'il y avait au Pouldu. Alors je passe la parole à Maud, peut-être pour un résumé de l'état actuel du fonctionnement de la maison musée. Bonsoir. Alors, donc l'équipement actuellement accueille entre 6500 et 7000 visiteurs par an. Donc on est sur une fréquentation plutôt stable. On a une période touristique qui va de l'ouverture, pour le grand public, donc des vacances de printemps jusqu'aux vacances d'automne, avec une haute saison, là où on est ouvert tous les jours, c'est donc de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. On a aussi des ouvertures ponctuelles tout le reste de l'année, notamment donc au printemps et pendant l'automne, les dimanches, jours fériés, les ponts. Et les groupes adultes et scolaires peuvent visiter le lieu quasiment toute l'année. On a une saison touristique qui tend à s'allonger. Donc on a des scolaires maintenant, dès fin février, début mars, on commence à accueillir du monde. C'est une ville qui est déjà identifiée comme étant une destination touristique, puisqu'elle est labellisée station classée de tourisme et pays d'art et d'histoire depuis 2019. Donc voilà, c'est une saison qui s'allonge. On a une boutique qui propose pas loin de, plus de 200 références, donc principalement des livres, des catalogues, des ouvrages d'art, mais aussi des romans, la littérature jeunesse, quelques produits dérivés, de la papeterie. Donc on a des visiteurs qui apprécient beaucoup l'offre de la boutique. Ils recherchent souvent d'ailleurs un complément à la visite qu'ils ont effectuée. Donc on a des achats qui correspondent à peu près 40% des recettes, donc ce qui est vraiment important, et ce qui est un très bon indicateur de l'intérêt qu'ils portent au site, puisque voilà, ils ont été touchés par l'histoire qu'ils ont découvert là-bas et ils souhaitent en garder un souvenir. Donc on a des visiteurs qui sont vraiment satisfaits. On a une programmation qui est diversifiée pour tous les âges. Donc on va la visite libre avec la possibilité depuis donc la rénovation d'emprunter une tablette numérique. On a aussi des visites guidées. Donc la visite grand format d'1 heure et puis des visites flash plutôt l'après-midi. On propose 2 promenades commentées.
donc une promenade commentée sur le Pouldu, sur les traces de Gauguin, et une à Douailan, donc sur les pas de Talquat. On a des animations famille, donc pour les plus jeunes, les plus de 7 ans. On a aussi des ateliers artistiques qui sont proposés donc pendant les vacances d'été 2 fois par semaine. Donc on a aussi une programmation événementielle, donc des parcours découvertes au jardin. Donc en fait, soit on a des expositions temporaires hors les murs, donc la dernière en 2019 sur Seligman, soit on développe une thématique. Donc là, c'est plus un parcours dans le jardin, donc cet été autour du carnet de Fréminville. On a également, depuis 2019, donc les éphémères. Alors, j'ai peut-être un visuel. Oui, là, on voit. Ce sont ces grands collages qu'on installe sur les pignons, sur toute la commune. On a également, bien sûr, la promenade pédestre, le chemin des peintres, qui, elle, est pratiquée toute l'année. Donc, on a 2 boucles. Et c'est une promenade qui est aussi très appréciée. Et puis, des partenariats avec les établissements culturels, donc des alentours, notamment le musée de Pont-Aven, le musée des Beaux-Arts de Quimper, le musée départemental breton, le manoir de Kerno, le musée du Faouet ou encore le musée de l'école rurale en Bretagne. Donc c'est des partenariats, souvent des conférences ou des 1 heure, 1 œuvre. Donc c'est un équipement unique qui est vraiment complémentaire au musée des Beaux-Arts. On propose complètement autre chose. C'est une immersion dans le quotidien donc, de ces artistes. C'est également un site qui est toujours là, plus de 30 ans après. Et une histoire qu'on continue à raconter et qui continue à plaire aux visiteurs. Donc on est vraiment dans une dynamique positive, avec également des scolaires qui sont de plus en plus demandeurs pour visiter le site ou se promener sur le Pouldu et apprendre son histoire. Merci. Je rajouterai sur l'équipement actuel l'aspect architectural. On a fait une analyse du bâtiment tel qu'il était. Je parle du bâtiment de la maison musée et l'analyse est extrêmement bonne, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui n'a pas besoin d'évolution majeure au niveau architectural. Il est en bon état. Alors après, ce que nous voulions vous présenter tout d'abord, c'était l'environnement touristique. Aujourd'hui, déjà, la maison musée, vous voyez que c'est important, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 30% des visiteurs qui sont des visiteurs de proximité, c'est-à-dire qui sont soit de Cloire-Carnoët ou de Quimper Communauté ou qui sont du reste de la Bretagne. Ce qui veut dire qu'on a 70%, c'est vraiment pas neutre, de visiteurs qui viennent de l'extérieur et donc pour lequel l'équipement, d'ores et déjà, est un élément d'attractivité, un équipement de presque de destination. Alors dans ces 70%, on a bien entendu une partie importante de touristes qui résident au Pouldu ou qui résident dans la région et qui, à l'occasion de leur résidence touristique, viennent visiter l'équipement. Mais retenez ça, 70% étrangers et hors de Bretagne, c'est-à-dire que dans un sens, pour la commune de Cloire, pour le Pouldu, c'est déjà un équipement qui rayonne largement à l'extérieur du territoire. Les charges d'exploitation moyennes aujourd'hui, donc c'est moyenne sur 3 ans, ça nous a été bien entendu fourni par la commune. On est dans un équilibre relativement classique. Vous voyez qu'on a des dépenses de fonctionnement qui sont de l'ordre de 80, un petit peu plus de 83%, avec les charges de personnel, comme c'est d'usage dans un équipement de cet ordre-là, qui représente à peu près les 2/3, un petit peu plus des 2/3. Et puis le reste, on a des charges à caractère général, les achats pour la boutique, mais il y a également la communication, il y a également les événements, il y a également l'entretien du bâtiment. En termes de recettes de fonctionnement, Maud le disait, on a une boutique qui marche bien et qui représente 40% des produits. On est bien entendu en déséquilibre, c'est-à-dire qu'on est sur un taux d'autofinancement là qui est de l'ordre de 45% à peu près. Vous savez que pour un équipement culturel, c'est tout à fait la norme d'être en déséquilibre. 45%, c'est déjà un taux
taux de financement qui est tout à fait satisfaisant et qui est dans la moyenne de ce que l'on a pour les équipements muséographiques. Vous savez qu'en comparaison, par exemple, les piscines, le taux d'autofinancement est de l'ordre de 20 ou 25% en général, et les médiathèques, c'est de l'ordre entre 0 et 5%. Donc on est finalement dans les équipements muséographiques dans des taux d'autofinancement qui sont bien souvent très largement supérieurs à d'autres équipements de services publics. Solde, reste à charge communale, un petit peu moins de 50 000 €. Alors, comme d'habitude, bien entendu, c'est important, mais il faut mettre en contrepartie le fait que ça permet d'avoir une attractivité touristique, à la fois sur la commune et sur l'ensemble de la commune et sur le Pouldu. Et donc, ça participe finalement au fait que le Pouldu, Clohars-Carnoët, soit un lieu où on vienne et on revienne. Alors, on ne vient pas que pour la maison musée, mais on vient notamment pour la maison musée, et on sait très bien que dans ces lieux-là, ce qui compte, c'est de pouvoir multiplier ce type d'équipement de manière à ce que finalement on ait ce qu'on appelle un lieu de destination. L'environnement touristique et culturel actuel, Clohars-Carnoët, je n'y reviens pas, vous le connaissez, 2 équipements muséographiques un peu du même ordre, l'abbaye Saint-Maurice, la maison musée. Clohars-Carnoët est finalement à la limite entre 2 destinations touristiques. À l'est, on a Lorient-Quimperlé, plus d'1 million de touristes, des équipements de visite à 500 000 visiteurs. Donc ça veut dire qu'on est dans un lieu où finalement on est bien positionné en termes d'attractivité touristique. Et vous voyez, alors bien sûr, Cité de la Voile 200 000, la Musée Citadelle Port-Louis 75 000, mais des équipements dont on peut considérer qu'ils sont d'une attractivité tout à fait similaire à ce que pourrait être le musée Gauguin, l'atelier du Pouldu. On est à 35 000, 45 000 visiteurs, donc à comparer avec les 7 000 visiteurs. Alors, ça veut dire que déjà, sur la partie est de l'équipement, on est sur une destination touristique qui fait que si on a, vous le voyez, si on a des équipements à proposer, des équipements qui sont attractifs, qui sont intéressants, le public est au rendez-vous. De l'autre côté, sur la partie ouest, donc la destination Quimper-Cornouailles, on est là aussi sur des éléments qui sont extrêmement positifs, de plus de 2 millions de touristes. Et puis surtout, c'est ça qui nous intéresse, c'est une durée moyenne de séjour qui est dans l'ordre de la semaine. Donc dans une semaine, on sait qu'on a le temps de faire des choses, on a le temps d'aller à la plage, mais on a le temps d'aller aussi, lorsque le temps est un peu moins agréable, on a le temps d'aller visiter Quimper, d'aller visiter le centre-ville de Quimper, mais on a le temps d'aller au musée de Pont-Aven et on a le temps d'aller à la maison musée du Pouldu et au futur équipement. Du côté de Concarneau-Cornouailles agglomération, vous le savez, le musée de Pont-Aven, il est tout proche, 150 000 visiteurs. On a bien entendu une proximité thématique avec le musée de Pont-Aven qui permet d'avoir des offres qui sont totalement couplées. Et un des objectifs de l'équipement au Pouldu, ça sera bien entendu de pouvoir ramener depuis Pont-Aven un nombre de touristes important qui est déjà là et donc un nombre de visiteurs important. Vous le voyez également sur la carte. Ça, c'est la carte Bretagne, Finistère. Et vous voyez que finalement, pour équilibrer l'ensemble, il nous manque une sorte on a quelques gros points qui montrent l'attractivité et le nombre de visiteurs, 100 000. Vous voyez que sur la partie complètement à l'est, il nous manque un point plus important et qui serait complètement complémentaire là, de tout ce qui existe sur l'ensemble du Finistère. Et donc ça nous permettrait finalement de rééquilibrer cette notion touristique et d'attractivité muséographique. Et puis ce qui est important, c'est qu'on est en cohérence complète pour le pays de Quimperlé avec la notion de pays d'art et d'histoire, puisque finalement l'aventure de Gauguin et de ses amis peintres, elle est aussi bien artistique qu'historique. Donc,
Juste pour terminer sur cet environnement touristique, par rapport à des lieux que nous avons étudiés par ailleurs, on est sur une position qui est plutôt très favorable au niveau touristique. Ça vient bien entendu de cet environnement touristique de Bretagne Sud, dont on sait en plus, avec les événements actuels, tant sanitaires que climatiques, que c'est une destination qui est amenée à croître. Au niveau de la localisation du projet au Pouldu, vous connaissez bien entendu le site. Vous voyez sur ce plan, vous avez sur la partie gauche le musée, vous avez sur la partie droite où est figuré un terrain de foot, c'est la colonie de vacances EDF. Et donc vous voyez que le projet qui est là, c'est un projet donc de centre d'interprétation. Hein. Vous voyez la maison musée, puis juste derrière, sur la droite, vous avez un rectangle pointillé qui serait l'endroit où pourrait s'installer le centre d'interprétation. Je le reprendrai tout à l'heure, c'est un bâtiment qui est de l'ordre d'un petit peu moins de 1000 m². Hein. On verra les fonctions tout à l'heure. Mais ce qui est important à voir, c'est que on a dans ce projet finalement un double objectif, un projet d'équipement muséographique. Et vous voyez que de manière proche, on a le parvis, ce qu'on a appelé ici la place publique paysagée. Et puis on a des parkings. Ce qui est à noter, c'est que cet équipement, la réalisation de cet équipement permet en même temps de réaliser ce qu'on pourrait appeler un projet d'aménagement urbain hein, pour la commune, pour le Pouldu, puisque ça nous permet d'avoir une liaison douce qui est figurée en trait vert, hein, donc les liaisons piétonnes, et également liaison véhicule qui permet d'irriguer à la fois le centre-ville sur la partie gauche, la rue commerçante, et qui permet d'irriguer de l'autre côté l'accès aux plages. Et on peut créer là un stationnement de longue durée qui est de l'ordre de 130 places et qu'on a, nous, imaginé un petit peu en deux parties, une trentaine ou une quarantaine de places qui seraient plutôt affectées à l'équipement muséographique, mais une centaine de places, stationnement longue durée, et donc tout le monde comprend bien que c'est un point extrêmement important pour le stationnement au Pouldu, dont on sait qu'il peut être en période estivale un petit peu difficile. Les fonctions et le dimensionnement de l'équipement. Alors ce qu'on appelle les fonctions ou encore les espaces fonctionnels, c'est finalement qu'est-ce que l'on retrouve dans un équipement de cet ordre-là. On retrouve tout d'abord les fonctions habituelles dans un équipement muséographique. Vous les avez listées sur la gauche. D'abord, ce qu'on appelle le pôle accueil. Alors typiquement, il y a accueil, information, billetterie et boutique. On est de l'ordre de 80 m². Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, tout ce qui est information, c'est de l'information à la fois pour l'équipement, mais c'est également de l'information touristique, c'est-à-dire c'est une information de renvoi sur les principales attractivités de la commune. On a ensuite ce qu'on appelle le parcours de visite permanent, c'est-à-dire l'offre principale. Qu'est-ce qu'il y a à visiter dans cet équipement? On reviendra tout à l'heure avec Maud sur le parcours. Sachez simplement pour l'instant que c'est un parcours qui associe deux éléments. Tout d'abord, ce qu'on appelle le parcours du centre d'interprétation, c'est-à-dire une exposition dans laquelle il y a 5 salles, hein, vous verrez, qui fait de l'ordre de 400 m². Et puis, au mi-temps de cette exposition, l'auberge restituée, qui est de l'ordre actuellement, et qui ne changera pas, bien entendu, de 100 m². Retenez ces chiffres-là, 400 m², 100 m² de visite de l'auberge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on est sur une visite qui est de l'ordre en moyenne de 1h30. Alors quand on dit en moyenne, ça veut dire que les passionnés ils vont y passer 2h30, 3h, et ceux qui sont un petit peu moins passionnés vont y passer 1 heure. Mais retenez quand même ce chiffre de 1h30, 2h, parce que c'est très important. C'est très important au niveau touristique et attractivité.
Quand les gens restent 2 heures, ça veut dire notamment que s'ils arrivent à 10 heures, ils sont toujours là à midi. Et s'ils sont toujours là à midi, ça veut dire que, pour partie, certains vont aller se promener dans le village et vont aller manger. S'ils arrivent à 2 heures, ils sont encore là à 4 heures. Donc ils vont continuer à aller dans les commerces, etc. Donc on est sur une petite demi-journée, et une petite demi-journée, ça commence à suffire très largement pour que les gens restent sur le site. Salle d'exposition temporaire de 300 mètres carrés. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure pour vous dire à quoi peut servir une salle d'exposition temporaire et l'intérêt de cette salle d'exposition temporaire. Ça, c'est les éléments tout à fait habituels que l'on retrouve dans un équipement muséographique. A été souhaité à la fois par la commune et par la communauté d'agglomération de Quimperlé d'avoir une entité qu'on appelle le SIAP. Vous en avez entendu parler sans doute, donc Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui est une entité territoriale et qui permet de découvrir ou de présenter en tout cas au public les intérêts architecturaux et patrimoniaux du territoire. Donc, Quimperlé Communauté a le principe d'un SIAP qu'ils appellent un SIAP éclaté, c'est-à-dire qui est réparti sur le territoire. Et donc, il y aurait une antenne du SIAP qui serait dans cet équipement et qui permet bien entendu de mutualiser à la fois les surfaces et les personnels. Donc, exposition publique de l'ordre de 40 mètres carrés. Après, on trouve tout ce qui est, on va dire, culturel et pédagogique. Et on a prévu là d'avoir une salle de 60 mètres carrés qui peut être mutualisée soit pour le SIAP, soit pour l'exposition permanente, soit pour l'exposition temporaire, et qui pourrait être d'ailleurs coupée en 2 espaces d'une 30aine de mètres carrés. Alors à quoi ça peut servir? Ça peut servir aux conférences, ça peut servir aux ateliers pédagogiques pour les scolaires, bien entendu, et puis toutes les animations culturelles pour les adultes. Maud indiquait tout à l'heure que des animations culturelles, il y en a déjà, il continuera à y en avoir. Donc c'est dans ce type de salle que ça peut servir. Dernier point, ce qu'on appelle le pôle administratif et technique. Bien entendu, pour faire vivre un équipement de cet ordre-là, il faut des bureaux, une petite salle de réunion, un atelier de maintenance et puis ce qu'on appelle des réserves muséales dans lesquelles on peut avoir soit des collections qui sont mises à l'abri, soit lorsqu'on a exposition temporaire, c'est une salle tampon qui nous permet d'accueillir les expositions, de les déballer, de les remonter et réciproquement quand elles repartent. Donc un équipement de l'ordre de 1000 m² à peu près, plus la visite de l'auberge. Vous avez sur la droite ce qu'on appelle le schéma fonctionnel, qui est bien sûr rayonnant autour de l'accueil et de la billetterie. Un mot sur la salle d'exposition temporaire. C'est une question qu'on pose toujours dans un équipement permanent. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une salle d'exposition temporaire ou pas ? Alors la première chose que je dis, moi, c'est que si on veut qu'il y ait une salle d'exposition temporaire, il faut d'abord vérifier que année après année, il va y avoir une exposition temporaire et qu'il y a les capacités à monter des expositions temporaires. Parce que sinon, c'est une salle qui reste vide et c'est plutôt extrêmement négatif. Alors là encore, comme je le disais tout à l'heure pour la maison musée, on est dans un lieu où on est dans une continuité. C'est-à-dire que la salle d'exposition temporaire, elle ne sort pas de ciel, de terre comme ça, elle ne tombe pas du ciel, puisque des expositions temporaires, tous les ans, depuis 1989, et pour ma part, je considère que c'est un exploit, tous les ans, depuis 1989, à Cloire-Carnoët, il y a une exposition temporaire qui est, donc vous en avez vu sans doute certaines, Talcoad bien sûr, pas l'année dernière, l'année d'avant c'était Seligman, exposition temporaire qui aujourd'hui se tiennent soit dans la salle là qui est juste à côté, soit dans Seligman notamment était à la Chapelle aussi. Ces expositions temporaires, elles existent, elles ont du succès et donc elles peuvent être continuées et elles peuvent être amplifiées. Alors 300 m², c'est une salle d'exposition qui est relativement importante.
Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a cette continuité d'exposition temporaire, et puis surtout parce qu'on peut avoir des partenariats. Vous le verrez tout à l'heure quand on va parler du comité scientifique, on a déjà des partenariats, on a déjà des liens qui se sont tissés avec le musée de Pont-Aven, avec le musée des Beaux-Arts de Quimper, avec les musées des Beaux-Arts de Brest. Donc ce qui veut dire qu'il y a la possibilité de créer des expositions en commun avec ces musées. Alors la salle d'exposition temporaire, à quoi elle sert ? C'est toujours ce diptyque que l'on essaye d'avoir dans un équipement muséographique. Une partie permanente, notamment avec le nom de Gauguin qui va faire venir les gens, qui va assurer une attractivité majeure. Et puis la deuxième jambe, c'est la saison culturelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du permanent, mais il faut qu'il y ait également du temporaire pour faire venir et revenir les gens. Une exposition temporaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les ans, en début d'exposition, il va y avoir de la communication, il va y avoir de la presse, il va y avoir de ce qu'on appelle le buzz. On va faire parler de l'équipement. Alors non seulement c'est intéressant d'avoir l'exposition temporaire en tant que telle, mais c'est intéressant parce qu'à chaque fois on reparle de l'équipement et on reparle notamment de son exposition permanente. Donc c'est vraiment cette notion-là de faire venir et de faire revenir les publics. Et puis bien entendu, ça fait partie de la saison culturelle du Pouldu de Clohars-Carnoët, mais également de la saison culturelle plus généralement du pays de Quimperlé. Le projet muséographique, je vais passer la parole à Maude. Ce que je voulais moi simplement vous dire, c'est la manière dont on a positionné les choses et vous dire que on a quelque chose là d'extrêmement original dont il y a très très peu d'exemples en France. Pourquoi c'est extrêmement original ? Parce qu'on a à la fois une exposition et une visite de site. La maison musée, c'est un lieu où il s'est passé quelque chose, c'est un lieu qui est reconstitué. Donc si on veut prendre des analogies, c'est comme les grottes archéologiques, c'est comme Lascaux, c'est comme un château qui a été dans lequel il y a eu une vie. Donc c'est un lieu que l'on visite. Et puis en plus, on a une exposition. Une exposition, c'est le musée de Pont-Aven. Donc ce que l'on a ici, c'est quelque chose de très original. J'en connais moi assez peu d'exemples en France, il y en a peut-être 5 ou 6, mais guère plus, où on a une exposition permanente et en même temps, on a une visite de site, les deux étant bien entendu intéressantes et se nourrissant l'une de l'autre. Et vous voyez que là, on a positionné la visite de l'auberge de Marie-Henri reconstituée exactement au milieu du parcours permanent de visite. Ce qui donne d'ailleurs une très belle dynamique à cette exposition. Puisqu'on commence par l'exposition, on passe donc rupture de rythme complet, on passe dans le site à visiter, et puis on ressort avec le musée idéal, et puis on termine par un spectacle immersif. Maud va le détailler. Ce que je voulais dire, c'est que l'exposition, vous le savez, on n'a pas d'œuvre de Gauguin, de Filigère, de Meillard-de-Hane au Pouldu, malheureusement, mais elles sont dans les grands musées, elles sont à Boston, elles sont au musée d'Orsay, elles sont à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas d'œuvre, mais on peut reconstituer. Mais il s'est passé ici quelque chose qui ne s'est pas passé ni à Saint-Pétersbourg, ni à Boston, ni à Paris. Il s'est passé un atelier entre artistes qui ont initié un mouvement extrêmement novateur. Et c'est l'aventure de ce groupe d'artistes qu'on a appelé l'atelier du Pouldu que l'on compte à travers cette exposition. Pardon ? Ah oui, pardon, excusez-moi, avant de passer la parole à Maud, je voulais vous dire un mot du comité scientifique. On parlait tout à l'heure de la légitimité du lieu. Je crois que j'avais même pas grand-chose à dire, si ce n'est à présenter le comité scientifique, parce que c'est un comité scientifique, j'allais dire, de haut vol. Je m'attendais pas, très franchement, en venant au Pouldu, à ce qu'on puisse constituer un comité scientifique de ce niveau-là. Claire Bernardi, conservatrice des peintures au musée d'Orsay, en charge de Gauguin, l'école de Pont-Aven. C'est elle qui a été commissaire d'exposition de cette très belle exposition Gauguin l'alchimiste qu'il y a eu il y a 3 ans au Grand Palais et qui a accueilli quasiment 1 million de visiteurs.
Sophie Kervran, donc directrice conservatrice du musée de Pont-Aven, Guillaume Ambroise, directeur du musée des Beaux-Arts de Quimper, Sophie Lessard, directeur du musée des Beaux-Arts de Brest, Olivier de Lavalade, donc domaine départemental de Kerguénec à côté, et puis des personnalités, Catherine Puget, l'ancienne conservatrice du musée de Pont-Aven, donc qui a œuvré très très longtemps et qui est la personne qui a été à l'initiative, hein, bien entendu, de la création du musée de Pont-Aven actuel. Caroline Boyle-Turner, qui vit pas très loin d'ici, historienne de l'art, conférencière internationale. Et puis vous la connaissez bien sûr, Ghislaine Huon, vice-présidente des Amis de la Maison Marie-Henri. Autant vous dire que si on a réussi à constituer un comité scientifique de ce niveau-là, c'est qu'il n'y avait absolument aucune contestation possible sur l'intérêt extrêmement fort de faire quelque chose au Pouldu. Alors, je vais vous exposer un petit peu donc, les 6 séquences. Donc, la première séquence, ça serait donc, autour du Pouldu donc, en 1886. Donc, finalement, présenter le territoire et son originalité, dire en quoi ce territoire finalement a attiré l'attention des artistes. Donc, 1886, ça correspond à l'arrivée de Gauguin en Bretagne et à son installation à Pont-Aven. Mais dès 1886, il découvre aussi le Pouldu, puisqu'il va peindre des toiles au Pouldu. Donc présenter le contexte naturel, géographique, historique, humain, expliquer donc la diversité des paysages, donc la Laïta, la côte rocheuse, l'alternance de plages, de grandes dunes, de petites criques, les falaises escarpées, et puis souligner tous les points d'intérêt comme le passage du bac, le mât pilote, l'ancienne batterie, les maisons des douaniers, les fermes, les villas isolées, donc tout ce qui va finalement figurer dans leur toile. Et pour cela, on dispose de témoignages très anciens, notamment donc, les photographies d'Alphonse Delaunay qui datent de 1879, donc 20 ans avant l'installation de Gauguin chez Marie-Henri. Le Pouldu a été photographié. Donc on a une connaissance de plus en plus fine du territoire, grâce aussi aux croquis de Charles de Fréminville, donc, qui ont été réalisés en 1891. Donc là, vous avez un croquis de l'anse de la plage des Grands Sables, au-dessus, donc la photo qui correspond. On voit la maison du Pendu, la villa Mauduit, le rocher de la Grenouille. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on peut expliquer lors de cette première séquence. On peut aussi préciser que dès 1883, le Pouldu est qualifié de station balnéaire. Donc quand Gauguin arrive, c'est une station balnéaire desservie donc, par la gare de Quimperlé depuis 1863. Un site qui est aussi desservi par une voie fluviale, donc la rivière de Quimperlé. Donc ces plages seront d'abord fréquentées d'ailleurs par les habitants de Quimperlé. On a aussi une route nouvellement aménagée qui dessert le Pouldu via Quimperlé en passant par la forêt. On peut aussi évoquer donc l'attrait pour les bains de mer, les passeurs cabaretiers, donc Goulevin et Jacob, qui proposent très tôt donc, des chambres aux touristes. Henri Moret notamment, qui s'y installe au bas Pouldu dès 1881. Parler de l'hôtel d'Estey, où Gauguin va séjourner. Donc là, on est à la Croix de Quiron-Kernat. De la buvette de la plage, bien sûr, au Grand Sable. Et puis les premières villas, donc Pendu, Mauduit, Kermaria, Grazelou. Donc tout ça va figurer dans les tableaux de nombreux artistes. Et pour apprécier aussi les œuvres de cette colonie artistique, il faut prendre en compte donc bien sûr les habitants, les gens qui y vivaient, que les artistes vont côtoyer, photographier, peindre, dessiner, et les activités qu'ils pratiquent. Donc on a notamment la récolte du Gouémont, ou l'extraction du sable calcaire, donc ce sable coquillé. Donc le Gouémont et le sable calcaire, ce sont des engrais, en fait, c'est mis dans les champs. Et donc on a une route qui va du hameau de Quiron-Kernat jusqu'à la plage des Grands Sables, qui a été aménagée récemment, qui va favoriser finalement le transport de ces richesses. On a aussi la pêche sur la Laïta, la pêche en mer, et puis toutes les cultures, le cidre, l'exploitation de la forêt, les sabotiers. Donc il y a vraiment une présentation générale du territoire. Et puis pourquoi pas montrer aussi bien sûr les vêtements, les coiffes, les vêtements portés par les gens modestes, le vêtement de travail, donc les pantalons en grosse toile de coton, les vêtements rapiécés, enfin tous ces vêtements qui racontent finalement beaucoup de choses. Donc là au-dessus vous avez des photographies qui ont été prises par cet artiste allemand, donc Seligman. Donc là les gens ne posent pas, ils sont vraiment en plein travail, ils ramassent le Gouémont, ils transportent le sable avec ces grands râteaux. Et puis en dessous vous avez donc 2 toiles de Gauguin qui datent de 1886, donc quand il découvre finalement le Pouldu. Et puis une toile d'Henri Moret aussi de la même année. L'espace 2, c'est présenter les principaux protagonistes de cet atelier.
Donc le noyau dur qui est constitué donc de Paul Gauguin, Paul Sérusier, Meyerdéhan et Charles Filigère. Donc c'est l'enjeu, c'est de conter l'histoire de chacun, de raconter un peu leur parcours, la rencontre avec Gauguin, les liens qui les unissent les uns aux autres. Et pour cela, on a beaucoup de correspondances. Donc ça aussi, c'est un matériau vraiment très riche qui nous permettra de construire de véritables dialogues entre eux. Donc voilà, c'est dresser vraiment leur portrait. Gauguin il s'installe chez Marie-Henri donc en 1889, après un passage donc, chez Destay à l'hôtel de la Marine. Et puis il va rester donc, plusieurs mois et il va fédérer autour de lui donc, un noyau dur des artistes qui vont être sensibles à sa personnalité et à la modernité de son discours et de sa peinture. Alors toujours dans cette séquence 2, après avoir présenté finalement les acteurs principaux, c'est raconter ce qu'ils vont inventer au Pouldu, c'est le synthétisme. Donc le synthétisme, il est né suite aux rencontres cruciales qui se sont faites à Pont-Aven en 1888. C'est là où Gauguin rencontre Émile Bernard, c'est là où il rencontre Paul Sérusier, il lui donne la fameuse leçon qui va aboutir donc au talisman. Mais après, voilà, lassés de l'agitation de Pont-Aven, ils vont se réfugier au Pouldu. Et là, on va vraiment avoir des tableaux fondateurs. Donc ici, je vous en présente deux, qui datent de 1888. Donc là, c'est l'année de l'invention du synthétisme. Donc on a la vache au bord du gouffre, qui est conservée au musée d'Orsay, et la plage, qui est en collection particulière. Donc là, c'est deux tableaux qui vont nous permettre d'expliquer qu'est-ce que ce mouvement, le synthétisme. C'est vraiment un séjour pour Gauguin qui est déterminant. C'est vraiment une étape, c'est pas une étape transitoire dans sa vie, le Pouldu, parce que là, il va vraiment créer un mouvement révolutionnaire suite à sa rencontre avec Émile Bernard. Et on va donner aux visiteurs finalement les clés de compréhension de ce mouvement artistique, en mettant pourquoi pas en vis-à-vis des toiles impressionnistes ou des toiles plus académiques, pour montrer en quoi ce mouvement est moderne, avec l'absence de les aplats de couleurs, les couleurs très vives, l'absence de ciel, de perspective. Donc tout ça vraiment va chambouler vraiment le milieu de l'art à l'époque. Alors, pour expliquer le synthétisme, il y aura une chronologie rapide en 3 étapes. La première, donc, je vous l'ai dit, c'est la rencontre Gauguin-Bernard à Pont-Aven en 88. La deuxième, c'est l'exposition Volpini donc à Paris en 1889. Et la troisième, c'est l'aventure du synthétisme au Pouldu. Et puis on présentera... Alors là, je vous ai mis également des photographies. C'est pour vous montrer que ces sites sont souvent localisables, identifiables. Donc la peinture de Gauguin à gauche, c'est donc le gouffre, un gouffre qui est près de la plage de Bélangenais. Et puis les roches noires avec la plage rouge, c'est très certainement la plage de Porce-Castel. Et puis finir cette séquence 2 en montrant les principales œuvres synthétistes de la période du Pouldu. Donc ici, vous avez la plage des Grands Sables par Sérusier, la vallée de Kerzelec par Meyerdéhan, ou encore le rocher de la Grenouille par Charles Filigère. Donc on a pour Gauguin à peu près 80 numéros. Enfin, on compte 80 peintures à peu près effectuées au Pouldu. Et je ne dis pas non plus les gravures, les dessins, les bois sculptés et autres. Ensuite, à la sortie de cette séquence, donc la séquence 3, c'est la reconstitution proprement parlée, avec d'abord donc une présentation de Marie-Henri. Donc qui est Marie-Henri, faire son portrait, et puis éviter aussi, ne pas se limiter finalement à son rôle de bravotesse et à son surnom Marie-Poupée. Marie-Henri, on a de plus en plus d'éléments sur elle, elle a une vie vraiment très, très riche et qui interpelle énormément nos visiteurs, parce qu'elle a un parcours tout à fait étonnant et qui fait en même temps écho finalement aux vies de nos arrière-grands-parents, avec pas cette fuite, mais quand on montait à Paris pour travailler à Paris comme bonne, comme femme de chambre. Donc Marie-Henri, elle s'inscrit dans cette dynamique, mais elle est revenue au pays et là, elle a été une femme entrepreneuse, puisqu'elle a fait bâtir son auberge, son restaurant, et puis elle a accueilli ses artistes. C'est aussi une muse, puisque là, elle pose pour Meyerdéhan sur ce beau tableau. Donc c'est le seul tableau qui la représente, où on est certain qu'il s'agit de Marie-Henri, avec sa fille Léa. Donc c'est aussi une mère célibataire, donc avec toutes les difficultés que ça pouvait représenter à l'époque. Donc c'est vraiment un portrait d'une femme avec une dessinée exceptionnelle qu'il faut faire. Ensuite, c'est la visite de l'auberge restituée. Et puis on parle de cette fameuse collection Marie-Henri. Donc l'auberge reconstituée, donc c'est ce que nos visiteurs découvrent aujourd'hui. Donc qui a été grandement améliorée donc suite à la rénovation de 2012-2013. Donc il n'y aurait pas grand-chose pour la rendre encore plus vivante. On pourrait imaginer de mettre davantage d'objets, notamment des jouets, pour évoquer la présence de Léa auprès de sa mère.
On sait également que dans la chambre de Gauguin, il avait punaisé sur les murs de sa chambre des gravures, des photographies, donc on pourrait compléter encore le décor de sa chambre, et puis mettre davantage d'objets pour témoigner de leur activité, des chevalets, des palettes, des pinceaux, des tubes. On peut avoir des odoramas, montrer une nature morte en cours, enfin il y a beaucoup de choses à imaginer pour le rendre encore plus vivant. Donc la principale intervention finalement, ça serait donc au niveau de la boutique accueil. Donc aujourd'hui c'est la boutique et l'accueil, mais ça serait finalement délocaliser ses fonctions pour rendre à cet espace sa fonction d'atelier de Charles Filigère, puisque c'est là que Charles Filigère, lorsqu'il rejoint le groupe, va s'installer. Et on pourrait comme ça mettre davantage en avant l'un des compagnons de route de Gauguin, un artiste alsacien qui est encore méconnu, mais qui intéresse beaucoup les visiteurs. Il a vraiment un style qui lui est propre, et il est resté très longtemps sur le Pouldu, puisqu'il est resté une quinzaine d'années. Donc là, on a quelques paysages peints par Filigère qui sont, comme je vous le dis, souvent identifiables. Donc on voit en haut le rocher de la Grenouille, la chapelle de Saint-Maudé, l'estuaire de la Laïta avec différents personnages au premier plan. Vous avez la remontée de la plage des Grands Sables également avec le bâtiment à toit plat qui est le futur hôtel-restaurant des Dunes. À côté, ce sera la buvette Terminus. Et puis vous avez la maison du Pendu. Donc ce qui est important, c'est que les visiteurs, une fois qu'ils ont découvert toute cette histoire, ils peuvent se rendre sur les lieux qui ont inspiré les artistes. Donc je pense que c'est vraiment une plus-value très importante. Ensuite, il y a la collection de Marie-Henri. Donc c'est quoi cette collection? C'est à peu près 130 œuvres, donc c'est vraiment considérable, qu'elle a accumulées, qu'elle a conservées une fois les artistes partis. Par exemple, Meyerdehan avait laissé une grande partie de son travail. Gauguin lui a laissé également beaucoup de choses, parce qu'il avait une dette importante. Donc il lui a laissé des toiles qu'elle a pu conserver malgré un procès que Gauguin va lui intenter. Donc finalement, ces toiles, elles existent, cette collection, elle existe, mais aujourd'hui, elle est dispersée dans les plus grands musées, vraiment partout dans le monde, un petit peu en collection particulière aussi. Donc là, on pourrait finalement les réunir grâce à un accrochage numérique et parler de cette collection. C'est une collection aussi qui comporte des œuvres vraiment, mais qui sont iconiques dans certains musées. Par exemple, je pense vous avez vu, il y a un bois sculpté. C'est en fait un portrait de Meyerdehan sculpté par Gauguin, qui a été vraiment la star de la dernière exposition au Musée des Beaux-Arts de Canada, puisque c'est vraiment leur pièce maîtresse au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa, et qui a été la star de l'exposition Gauguin Portrait donc en 2019. Donc c'est vraiment des chefs-d'œuvre qui ont été faits au Pouldu et qu'il faut mettre en avant. Une collection vraiment exceptionnelle. L'espace, donc là c'est la dispersion toujours. Donc on a du Gauguin, mais on a aussi du Filigère, du Meyerdehan, beaucoup d'autres artistes. L'espace 4, c'est le musée idéal du Pouldu. Donc l'idée, c'est finalement de réunir les œuvres majeures qui ont été créées au Pouldu ou marquées par l'expérience du Pouldu entre 1888, donc l'année de l'invention du synthétisme, et 1894, donc l'année où Gauguin part définitivement à Tahiti. Donc on pourrait faire ça via 4 focus. Donc un premier focus sur Paul Gauguin. Donc là, vous avez par exemple un minuscule échantillon de ce qu'il a pu faire au Pouldu. Un focus... Alors, d'abord sur Meyerdehan, un autre sur Paul Sérusier et un dernier sur Charles Filigère. Et puis pour donner aux visiteurs une idée finalement de la richesse iconographique du Pouldu, on pourrait faire une présentation thématique des œuvres avec donc 5 thèmes. Le premier, ça serait les gens du Pouldu, donc les habitants, paysans, pêcheurs, mais aussi les notables qui ont leur villa et qui passent des vacances au Pouldu. Les paysages, qui permettrait d'aborder donc les activités littorales, pastorales, agricoles. Un troisième thème, les baigneuses. Donc ça, c'est un thème qui va vraiment être développé par Gauguin au Pouldu. Donc le thème de la femme peint donc de dos, en train de se baigner dans les vagues, la chevelure souvent rousse. Donc il l'a sculptée, il l'a peint. On a aussi une thématique autour des bords de mer, forcément, donc les rochers, donc les plages. Et puis les amers, les maisons isolées. Donc là, c'est un exercice qu'on peut faire avec par exemple la maison du Pendu, qui a été représentée par Seguin, O'Connor, Filigère, Gauguin, Maufra, qui a fait un magnifique paysage également sous la neige. La maison du Pendu, mais aussi la chaumière d'Héléna, qui malheureusement n'existe plus, mais qui était à proximité de la plage de Bélangenais, qui a inspiré ici Sérusier, Slavinsky et encore bien d'autres. Mais c'est un exercice qu'on peut faire aussi avec, je pense au Mapilote, ou avec la maison de Lannemar, donc où Filigère a séjourné, ou la ferme de Kerzelec. Voilà, on peut faire cet exercice plusieurs fois. L'espace 5, c'est le Pouldu, donc après le départ de Paul Gauguin. Là, c'est permettre finalement aux visiteurs de découvrir des artistes français, mais aussi étrangers,
qui ont côtoyé Gauguin, qui l'ont fréquenté, donc de manière plus ou moins longue, ou qui l'ont ignoré ou qui s'en sont volontairement écartés. Donc là, par exemple, mais il y en a bien d'autres. Donc on a un Américain, William Sergeant Kendall, qui a représenté deux sœurs donc, du Pouldu, ou encore un magnifique tableau d'un anglo-finlandais, Richard Hall, qui a représenté ici une leçon de couture donc, dans le préau des filles à l'école de Saint-Maudé. On peut en présenter bien d'autres. Il y a des Suédois notamment. C'est un couple d'artistes suédois qui a séjourné au Pouldu en 1891 et qui ont fait vraiment des tableaux majeurs, donc qui passent dans les salles des ventes actuellement, qui sont présents surtout en collection particulière. Mais rien que ce couple d'artistes pourrait tout à fait justifier d'une exposition temporaire, vu la qualité, la grande qualité vraiment du travail. Donc là, on est plus dans un travail d'ailleurs impressionniste. Et puis bon, bien d'autres. Enfin, le répertoire vraiment est immense. On a des Polonais, des Allemands, des Canadiens, des Américains. C'est vraiment des artistes qui sont nés dans les années 1860, qui font leurs études chez eux, et puis la place obligée, l'endroit où il faut passer, c'est Paris. Donc ils font leurs classes à Paris, dans les différentes classes privées, académies, école des beaux-arts. Et puis l'été, tous ces ateliers ferment, c'est les vacances. Donc ils vont en fait en Normandie, à Barbizon, ils vont à Pont-Aven, mais ils vont aussi au Pouldu. Et puis l'espace 5, c'est également des focus pour parler de l'empreinte de Gauguin donc sur les territoires, mais un territoire élargi. Donc on pourrait évoquer bien sûr Moëlan, Douélan et d'autres communes, avec un focus par exemple sur Sławinski, donc un artiste polonais qui était un adepte vraiment fervent de Gauguin, puisqu'il l'a hébergé chez lui donc, au Kerdro donc en 1894. Parler de Sławinski, ça permet de parler aussi d'un autre Polonais, Henry Hayden par exemple. Un focus sur un artiste qui est mis à l'honneur au musée des Beaux-Arts de Quimper actuellement, c'est Henri Moret, qui a énormément peint sur la commune, mais aussi dans les communes alentours. Et puis parler d'Henri Moret, c'est parler aussi d'Émile Jourdan, par exemple, ou de Jean-Bertrand Pégot-Augier, qui est un artiste aussi vraiment de qualité, qui a été vraiment influencé directement par Moret. Un focus sur Maurice Denis, qui est venu en famille au Pouldu, qui a pris des photos également du Pouldu. Maurice Denis qui vient en 1899 au Pouldu, il loge à l'hôtel Portier. Donc là, on a aussi des productions riches. Enfin, c'est des artistes qui séjournent, mais qui travaillent vraiment. Donc là, on a par exemple le brûlage du Gouémont. On a une scène, c'est le tableau en haut au milieu, une version un peu biblique du passage du Bac. Donc là, vous avez la maison Jacob. Donc c'est un tableau tout à fait étonnant qui est au musée du Prieuré, donc à Saint-Germain-en-Laye. On a également un focus, un dernier, sur Adolphe Beaufrère, donc qui est né à Quimperlé, qui est mort à l'Armor-Plage et qui a peint aussi donc Douélan beaucoup. Enfin, voilà, il a passé de nombreuses années sur la commune et les communes alentours. Et puis on termine, donc là on est plus dans l'émotion, avec un spectacle immersif. Donc là c'est vraiment faire défiler encore des ambiances, des peintures de Gauguin et de tous ses compagnons. Alors après ce petit moment de rêve avec Maude, je fais redescendre un petit peu le rêve, parce que quand on étudie des équipements de cet ordre-là, bien entendu, il faut qu'on parle des finances, il faut qu'on parle de l'investissement, mais il faut qu'on regarde si l'équipement est soutenable année après année, donc il faut qu'on parle également de l'exploitation. Alors tout d'abord, l'investissement. L'investissement, on a bien entendu l'habitude de regarder l'ensemble des postes qui constituent ce qu'on appelle le coût de l'opération, toutes dépenses confondues. Donc là, on est sur des montants hors taxes. La TVA, de toute façon, est récupérable. On a là pour l'ensemble du programme, tel qu'on l'a indiqué tout à l'heure, on fait, je rentre pas dans les détails, mais on chiffre tout ce qui est aménagement extérieur, donc le parvis de l'équipement tel que je l'avais montré tout à l'heure sur plan, le stationnement de l'équipement avec une quarantaine de places qui sont directement affectées à cet équipement. On a ensuite les travaux de bâtiment, avec le bâtiment lui-même qui est de l'ordre de 1000 m² et dont l'exposition de 400 m². Donc on a des coûts qui sont affectés soit au bâtiment, c'est la première ligne, soit après à la scénographie permanente, soit après aux autres aménagements intérieurs. Alors ce qu'on appelle les autres aménagements intérieurs, c'est par exemple, on parlait d'une salle d'exposition temporaire, on crée une salle d'exposition temporaire avec tous les éléments techniques, un maillage d'électricité, un grill technique,
technique, un ensemble de luminaires qui permet d'accueillir les expositions dans de bonnes qualités, mais c'est également bien sûr l'aménagement de l'accueil de la boutique. Et puis on reprend l'auberge telle qu'elle existe, Maud le disait, en créant déjà à la place de la boutique la reconstitution de l'atelier de Charles Filigère, et puis on rajoute des éléments principalement décoratifs sur l'ensemble de l'auberge. Après, donc, typiquement, on a les honoraires de maîtrise d'œuvre, l'architecte, le scénographe, et puis on a ce qu'on appelle les frais de maîtrise d'ouvrage. Je ne détaille pas, mais sachez que ce sont des frais qui sont tout à fait classiques lorsqu'on a la création d'un équipement de cet ordre-là. On arrive à un équipement, toutes dépenses confondues, hors taxe, de l'ordre de 4 millions d'euros. Alors, on a bien sûr regardé quel était le poids financier de cet équipement, regardé comment il était soutenable par la commune et puis par ses partenaires financiers, dont je parlerai tout à l'heure. Et puis finalement, je crois, à la demande de Monsieur le maire, on a étudié différents scénarios. Et donc, toujours à la demande de Monsieur le maire, on a plutôt retenu une démarche extrêmement pragmatique qui était de dire essayons de faire l'équipement en 2 phases. Techniquement, on a regardé, c'est tout à fait faisable. Quelle était cette stratégie de 2 phases? La stratégie de 2 phases, c'est de dire commençons pour enclencher et pour rajouter de la dynamique à l'équipement actuel. Commençons par ce qui est le plus attractif, dont on sait que ça va nous ramener le plus de visiteurs. Et en deuxième phase, continuons avec la deuxième jambe que j'ai appelée tout à l'heure la saison culturelle, et donc en l'occurrence ici la salle d'exposition temporaire. Donc la stratégie, c'était de dire en phase numéro 1, on crée le centre d'interprétation et les éléments évidemment qui vont avec. Alors créer le centre d'interprétation, ça veut dire créer 400 mètres carrés de parcours permanent d'exposition, ça veut dire créer un accueil boutique, ça veut dire créer également, on était à 40 mètres carrés, l'exposition pour le SIAP, et puis c'est créer les quelques équipements annexes qui vont avec. C'est ce que vous avez dans bâtiments, scénographie et autres aménagements. Et puis pour ce qui concerne l'auberge, on fait une reprise partielle de l'aménagement actuel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas dans un premier temps l'atelier Filigère, que l'on garde comme bureau et pôle administratif temporaire, mais on fait tout le reste. Alors vous voyez que ça nous amène à un bâtiment qui est évidemment plus modeste en termes de surface, mais qui concentre l'attractivité de l'équipement, c'est-à-dire l'exposition permanente. On décline de la même manière la maîtrise d'œuvre, on décline de la même manière les frais de maîtrise d'ouvrage, et on crée dans un premier temps ce qu'on pourrait appeler un parvis provisoire. Donc on arrive là, dans cette première phase, à un petit peu plus de la moitié. Souvenez-vous, tout à l'heure, on était à 4 millions d'euros. On arrive là à 2 300 000 en premier investissement. Deuxième phase, donc c'est le reste du projet. Tout ce qui est aménagement extérieur, la salle d'exposition temporaire, on finalise le pôle administratif et technique et on aménage l'atelier Filigère dans l'auberge. Et on est donc complémentaire aux 4 millions à peu près. Il y a 2-3 éléments qui diffèrent. Et on arrive à un petit peu moins d'1,8 million, 1 770 000 euros. Donc retenez cette stratégie en 2 phases. Stratégie de première phase qui consiste à mettre en place ce qui va être le plus efficace pour dynamiser l'équipement actuel et pour faire connaître le lieu. Donc c'est une stratégie à 2 coups. Premier coup, on fait connaître le lieu, on installe l'équipement dans le paysage touristique et culturel du territoire et du département. Et puis deuxième coup du canon, on crée la salle d'exposition temporaire qui permet de faire revenir les gens une fois qu'ils ont été, une fois qu'on les a accrochés avec Gauguin, l'atelier du Pouldu.
On parlait des financements, donc ce sont des aides qui seront sollicitées par la commune. On a sur ces aides, assez typiquement, pour l'ensemble pour des équipements muséographiques de cet ordre-là, on a les partenaires qui sont autour de la table. Alors, on a fait très attention avec monsieur le maire, avec la commune, de dire que lorsqu'on sollicite des aides, il ne faut pas que ça tombe comme ça d'un coup. Quelqu'un à qui on vient demander un partenariat financier en disant bah, voilà mon projet et vous n'avez plus qu'à payer, ça ne se passe pas très bien. Donc tout au long de ces 18 mois d'études, on a eu des comités de pilotage et autour de la table, dans les comités de pilotage, hein, certains se sont passés ici d'ailleurs, autour de la table, on a évidemment fait très attention d'avoir les représentants des différents partenaires financiers de manière à ce que d'une certaine manière, ils co-construisent le projet avec la commune et que avant même la fin de l'étude, ils soient déjà d'accord et ils soient déjà sensibilisés à ce projet-là, ce qui évidemment facilite par la suite les aides. Et je crois que, enfin vous le direz peut-être monsieur le maire, mais il y a eu pour l'instant des retours très favorables, à la fois sur l'intérêt du projet et sur la capacité des partenaires à aider le projet. Alors on a l'État. C'est le cadre du plan de relance, hein, donc ça c'est plus technique. La communauté d'agglomération, vous voyez qu'il y avait une partie SIAP, hein, donc dans le cadre du pays d'art et d'histoire, le département, contrat de territoire, la région, cadre des politiques de soutien au tourisme, et puis on essaiera de faire appel à des mécènes. Le nom de Paul Gauguin et des autres artistes, évidemment, aide beaucoup lorsqu'on a une telle locomotive pour porter le mécénat. Donc le travail qu'il y aura à faire, bien sûr, c'est de regarder tous ces partenaires. Il y a déjà eu un travail au niveau des services hein, qui ont vu dans quel cadre, pour chacun de ces partenaires, on pouvait inscrire le projet. Au niveau de l'exploitation. Au niveau de l'exploitation, la première chose que l'on cherche à faire, c'est de manière la plus réaliste possible de dire, voilà, quelle va être la fréquentation prévisionnelle d'un tel équipement. La fréquentation que je vous présente ici, c'est la fréquentation dans le cadre de ce qu'on a appelé le scénario numéro 2, première phase, c'est-à-dire lorsqu'on construit l'équipement. Alors comment on fait? C'est un calcul analytique hein, dans un premier temps. C'est un calcul qui est assez éprouvé. Nous, on l'a utilisé de nombreuses fois en études préalables. On regarde tout d'abord l'attractivité de l'équipement. Quand on a un très gros équipement, on sait qu'on peut avoir des gens qui viennent pour la journée de 3 heures, 4 heures. Là, on a été plus prudent et vous voyez sur le plan à gauche qu'on a dessiné ce qu'on appelle une ligne isochrone à 1 heure. Hein. Donc les gens qui mettent moins d'1 heure pour revenir dans l'équipement et puis une deuxième ligne isochrone à 2 heures. Le bassin de population, donc là on est sur les habitants, hein, 650 000 à moins d'1 heure et plus de 2 millions à moins de 2 heures. C'est un joli bassin résidentiel. On a fait la même chose également pour, c'est une autre carte hein, qu'on n'a pas mis ici, mais vous le retrouvez sur le tableau à droite. On a fait la même chose pour les touristes. Alors pour les touristes, on ne prend que ce qu'on appelle la zone primaire, c'est-à-dire la zone à moins d'1 heure. Hein. Voilà, les pourcentages d'attractivité pour les touristes à 2 heures sont beaucoup moins importants. Donc à partir de là, on a le potentiel, on a des taux de captation. Les taux de captation, ils nous sont donnés à la fois par une étude du ministère du Tourisme et du ministère de la Culture hein, sur ce type d'équipement, et puis par l'expérience qu'on a depuis une trentaine d'années d'études de ces équipements-là. Hein. On arrive donc par cette méthode analytique à une fréquentation estimée de 30 000 visiteurs. Hein. On est nous toujours extrêmement prudents parce que ce que l'on souhaite, c'est que les décisions soient prises les yeux ouverts en quelque sorte, c'est-à-dire on peut faire rêver avec le parcours scénographique,
mais il ne faut pas faire trop rêver avec la fréquentation. Il faut avoir une fréquentation qui est juste, qui est honnête et qui est crédible. Donc on utilise toujours une sorte de coefficient d'abaissement de 20%. Et on a proposé à la commune de retenir une fréquentation de référence de 24 000 visiteurs. On regarde toujours, après cette méthode analytique, on regarde toujours ce qui se passe à côté. On pourrait revenir à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. 24 000 visiteurs, c'est par exemple moins que le haras de Hennebont, qui est à 35 000 visiteurs. Donc on est, nous, personnellement, moi personnellement, je suis très, très serein sur la fréquentation avec une icône telle que Paul Gauguin. On sait que cette fréquentation ne devrait avoir, on est plutôt modeste, à mon avis. L'exploitation prévisionnelle, donc l'exploitation prévisionnelle, on regarde les dépenses, les recettes, comme tout le monde. Je commence par les recettes à droite. Donc vous avez la billetterie, vous avez les boutiques. Donc on avait fait une estimation de la billetterie. L'estimation sur le coût du billet, lorsqu'on a le projet complet, c'est-à-dire équipement permanent, parcours permanent ou exposition, on s'est mis au même niveau que le musée de Pont-Aven. Il y avait une certaine symétrie. Et puis, pour cette première phase, on s'est mis un petit peu en dessous. Donc, on est sur une billetterie taux plein à 5 €. Et puis après, on décline. Donc, c'est là aussi un billet d'un tarif relativement correct. On arrive à 130 000 €. Charge de personnel. Donc, on a été, je dirais, à la fois pragmatique en ne mettant pas trop de personnel, mais suffisant pour que l'équipement tourne bien. Responsable de site. Responsable de l'accueil des publics et de réservation. Mi-temps chargé d'accueil des publics, donc dès qu'on est en période estivale. Et puis également 2 renforts saisonniers sur la période estivale. Je rajouterai que vous voyez des lignes sur maintenance, entretien fluide. Ces éléments-là sont bien sûr, j'allais dire externalisés, mais ils ne sont pas vraiment externalisés puisqu'ils sont pris en charge par les services techniques de la ville. Alors en termes de dépenses, charges de personnel, on est à 60%, c'est tout à fait classique dans ce type d'équipement. Communication, commercialisation, c'est important. On est à un petit peu plus de 10% des dépenses. Il faut communiquer, il faut faire venir. Bon, et puis techniquement, maintenance, entretien fluide, administration, gestion, et puis les achats, notamment les achats pour la boutique. On arrive à un peu moins de 200 000 €. Donc on est sur une exploitation prévisionnelle qui est sur un taux d'autofinancement de 66%, 2 tiers. Très franchement, c'est un bon taux d'autofinancement et un déficit de l'ordre de 66 000 €. Alors c'est évidemment important, mais ce que l'on a tenu, c'est de le rapprocher de la participation communale sur l'équipement tel qu'il existe aujourd'hui. On l'a dit au début, qui est d'ordre de 50 000 €, ce qui veut dire qu'on est un petit peu plus. Mais moi, j'ai été très heureusement surpris lorsque j'ai fait cette exploitation prévisionnelle. Je trouve qu'on est dans des très bonnes conditions. Ah oui, c'est en plusieurs parties. Alors, avec 24 000 visiteurs, les retombées touristiques et économiques. Je l'ai dit à la commune depuis le début, d'une manière générale, on ne fait pas un équipement muséographique exclusivement parce qu'on veut être en équilibre budgétaire. Sinon, il n'y aurait quasiment aucun équipement muséographique en France. On le fait pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'on a un patrimoine et qu'on est fier de son patrimoine et qu'on a envie de le présenter finalement aux autres, au territoire, aux étrangers, aux visiteurs, à tout le monde. Donc ça, c'est évidemment la partie qui est extrêmement forte. La deuxième partie, et qui est fondamentale, ce sont les retombées touristiques et économiques. Alors la première, et qui est la plus importante, c'est la notion d'attractivité du lieu et la notion d'augmentation de la durée des séjours. Attractivité du lieu. Ah, niveau de batterie est faible. J'ai été sans doute un petit peu long. Attractivité, vous savez comment, bien sûr, comment on construit une destination touristique.
On l'a construit en ayant plusieurs équipements et plusieurs équipements phares. Et lorsque, en famille, on décide d'aller quelque part, on veut qu'il y en ait pour tout le monde. On veut qu'il y en ait pour les enfants, on veut qu'il y en ait pour s'amuser, on veut qu'il y en ait un petit peu pour le culturel, on veut qu'il y en ait pour la gastronomie. Donc c'est comme ça qu'on bâtit une destination touristique. Et bien entendu, la destination musée Paul Gauguin, l'atelier du Pouldu, participera à la constitution de l'identité culturelle et de l'attractivité touristique, non seulement de la commune, mais je le crois du pays de Quimperlé. Allongement de la durée des séjours, hein, évidemment, si les gens viennent une journée de plus, ne serait-ce qu'une journée de plus, parce qu'ils ont quelque chose de plus à voir, une journée de plus, c'est plus de nuitées, c'est plus de dépenses sur le site, c'est plus de restauration, c'est plus d'achats. Pour le territoire, évidemment, à partir d'un élément fort comme celui-ci, cet élément il renvoie, puisque typiquement, une fois qu'on a visité pendant une demi-journée, on se dit mais tiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que je pourrais faire puisque je suis sur le territoire. C'est un soutien pour les activités économiques à la Néo-Pouldu, bien entendu, donc c'est l'allongement de la durée, mais c'est même à la journée. On avait fait un petit calcul ensemble avec monsieur le maire qui, par exemple, pour tout ce qui était restauration, snacking, etc., on amenait un chiffre d'affaires des gens qui, en plus de la visite, allaient aux restaurations ou prenaient une petite collation. On était sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 000 euros, qui était évidemment pour les restaurants autour. Et puis c'est bien sûr des retombées en termes d'image. Lorsqu'on parle d'un lieu, lorsqu'on fait une exposition, lorsqu'on fait une exposition permanente et qu'on parle de ce lieu-là, ça veut dire de la communication dans la presse, ça veut dire de la communication dans la presse locale, ça veut dire de temps en temps, lorsqu'on a un thème comme Paul Gauguin, même de la communication dans des médias au moins régionaux. Voilà, et puis en conclusion, le potentiel touristique est important, le thème à valoriser est iconique, on est, vous le savez, sur une montée en gamme au niveau touristique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait bien que les touristes d'une manière générale, c'est les destinations qui marchent bien, ce sont des destinations qui permettent d'avoir une montée en gamme, des éléments plus qualitatifs à proposer. Je le disais, une muséographie innovante, alors sur le territoire sur Bretagne et le pays de l'Orient, mais je me permets de rajouter, même au niveau national, cet équilibre entre exposition et site à visiter, maison musée reconstituée est tout à fait original. Et puis un équipement structurant, donc image culturelle forte pour le pays de pour Clohars-Carnoët, mais pour le pays de Quimperlé, pays d'art et d'histoire. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, le fait que cet équipement permet de s'inscrire dans un aménagement urbain, en faisant une sorte de liaison à travers cette place paysagère et ce parking de 140 places, donc conforter la vie quotidienne, notamment estivale, au Pouldu, et permettait finalement d'avoir un accueil commercial pour les touristes de meilleure qualité. Voilà, je terminerai sur ce point-là, monsieur le maire.